et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui est organisé par l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, c'est une structure qui est adossée aux hôpitaux ainsi qu'aux universités de Dijon et de Besançon. Et notre mission, c'est de sensibiliser la population à l'éthique dans le domaine de la santé. Et pour ce faire, là, nous organisons des manifestations, diverses manifestations, qui sont adressées autant aux professionnels de santé qu'au grand public, pour toujours mener à bien notre vocation, qui est de sensibiliser les personnes à l'éthique dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour échanger autour de la médecine narrative dans des situations d'aide active à mourir chez les mineurs. Et pour développer cette réflexion éthique, nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants venus de Belgique, pays où l'euthanasie est autorisée. Ils pourront vous développer déjà les ressources et les enjeux offerts par la médecine narrative, puis pourront exposer, via leur expérience, l'intérêt de cette médecine narrative lors de demandes d'aide active à mourir par de jeunes patients. Vous pourrez alors poser toutes les questions que vous souhaitez via l'onglet QR présent en bas de votre écran. Et pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter donc Delphine Balizet, qui est psychologue clinicienne au CHU de Besançon en pédiatrie et puis chez les adultes en soins palliatifs. Et puis le docteur Sandra Fache, qui est notre directrice à l'espace de réflexion éthique et qui est également pédiatre en soins palliatifs au CHU de Besançon également. Je vous laisse peut-être tout de suite, mesdames, la parole pour commencer ce webinaire. Moi, je voulais beaucoup remercier énormément les intervenants d'aujourd'hui. Alors, je dois dire que le sujet est particulièrement à la fois difficile et à la fois, en France, vous n'ignorez pas que le débat actuel est vers une évolution législative chez l'adulte, en tout cas chez la personne majeure, et qu'on s'attend à ce que ce soit étendu vers la personne mineure dans quelques années. Et il y a beaucoup de crispations, notamment dans les milieux de la santé, autour de cette question de l'extension vers l'aide active à mourir, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ravi de vous entendre sur ce double sujet, finalement, que si on avait un outil peut-être qui simplifierait la chose sans être pour autant réducteur, ça nous intéresserait. Donc merci à tous d'être là, et puis je vous laisse la parole pour vous présenter peut-être chacun. Je vais commencer par me présenter. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Devreux Franck. Je suis éthicien de formation. Je travaille à l'hôpital des enfants en éthique clinique et en éthique de la recherche. Je suis également président du comité d'éthique de l'UNIR depuis plusieurs années maintenant. Je suis allé au monde des soins palliatifs. C'est en fait par là que je suis maintenant rentré à l'hôpital des enfants. C'est dans le cadre d'une thèse sur les soins palliatifs pédiatriques et périnataux dans le cadre des maladies rares. C'est un contexte clinique à travers lequel j'essaie de développer justement une compétence en éthique clinique appliquée, de gérer des ressources et des cadres spécifiques, des compétences pour accompagner ces situations complexes, en fait toute situation complexe en milieu clinique. Sur le côté, je suis également maître de conférences à l'université et dans différentes autres écoles en Belgique, en éthique et en soins palliatifs. Bonjour, moi je m'appelle Christine Pompel, je suis pédiatre. Alors, pédiatre intensiviste à la base, mais ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille au sein de l'équipe multidisciplinaire de soins palliatifs pédiatriques de l'hôpital universitaire des enfants Reine-Fabiola à Bruxelles. Une équipe que nous avons fondée, d'ailleurs, qui n'existait pas auparavant, avec une collègue psychologue et une collègue infirmière. Alors, nous avons des missions essentiellement transversales, que ce soit dans les trajets de soins palliatifs intra- et extra-hospitaliers, main dans la main avec nos collègues des équipes soignantes. J'ai eu l'occasion de participer à différentes formations, que ce soit au sein de l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital, de formation de soins palliatifs pédiatriques et de formation de soins palliatifs périnataux.
Bonjour, je m'appelle Julie Calogervel, je suis psychologue clinicienne. Je travaille depuis maintenant quelques années auprès d'enfants malades, gravement malades, donc concernés par un projet de soins palliatifs. J'ai durant ces quelques années eu une fonction de psychologue de liaison dans l'unité d'un service de neuropédiatrie, ce qui va me permettre de pouvoir vous parler du cas clinique ici présent. Mais aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, j'exerce une fonction de psychologue dans l'unité des soins intensifs, mais aussi auprès de l'équipe mobile des soins palliatifs pédiatriques. Et donc, dans cette nouvelle fonction que j'occupe, j'ai une place de psychologue de seconde ligne qui me permet d'avoir une vision assez différente, on va dire, des situations de soins que l'on rencontre. Voilà. Alors, nous voulions partir d'une histoire que nous avons vécue il y a peu de temps, d'un enfant que nous avons suivi en soins palliatifs et de sa famille, et dans lequel, l'histoire dans laquelle l'approche narrative a pu nous aider à écouter, entendre, comprendre la demande d'aide active à mourir qui avait été formulée par la maman de l'enfant. Donc, je vais vous lire l'histoire clinique. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 7 ans et qui est atteint d'une maladie génétique liée au chromosome X. C'est une maladie neurodégénérative qui est sévère et qui limite l'espérance de vie. Vu le stade avancé de la maladie au moment du diagnostic, aucun traitement curatif ne peut être proposé. Un projet de soins palliatifs centré sur le confort est mis en place avec une visée globale et adaptative. Le décès de Noah n'est pas prévu à brève échéance, son espérance de vie pouvant aller de quelques mois à plusieurs années. Ses parents sont très présents et demandeurs de pistes et de ressources pour accompagner et améliorer le confort de leur enfant. La mère de Noah est submergée par l'émotion. Elle a du mal à se projeter dans l'accompagnement d'un enfant lourdement handicapé. La maladie que présente Noah est évolutive et occasionne graduellement perte de la marche, des fonctions cognitives, de la parole, de la vue, de l'autonomie alimentaire et respiratoire. Sa mère vit très difficilement la perte de contact avec son enfant. Chaque moment de crise, de dégradation de l'état de santé, de perte d'autonomie et de contact avec son fils lui sont insupportables. La maman de Noah va alors formuler le souhait d'une euthanasie pour son enfant. Avec insistance et désespoir, elle va redemander à plusieurs reprises que l'équipe soignante puisse accélérer la fin de vie de son fils. Certains membres de l'équipe soignante hospitalière et le médecin traitant ne comprennent pas l'impossibilité de réaliser une euthanasie. Plusieurs espaces de parole sont créés par l'équipe palliative pour accompagner les équipes soignantes qui gravitent autour de l'enfant et de sa famille, et ils seront nécessaires notamment pour aider chacun à clarifier le cadre légal relatif à l'euthanasie du patient mineur en Belgique. La demande du parent est écoutée avec bienveillance. Les parents sont informés que leur demande d'euthanasie ne rencontre pas les critères de la loi relative à l'euthanasie du mineur. Nous assurons aux parents que nous restons présents pour les aider, eux et leurs enfants, durant tout son parcours de soins, y compris en assurant son confort de famille. Un projet d'imitation et d'arrêt de traitement est mis en place de manière concertée entre équipes et parents. Noah est transféré vers une structure d'accueil palliative, car ses parents ne souhaitent pas un retour à domicile. Les équipes de l'hôpital restent présentes auprès de celles de la structure d'accueil de l'enfant et de sa famille. L'enfant va décéder quelques semaines plus tard, paisiblement, entouré par ses 2 parents et les soignantes avec lesquelles la relation de confiance n'aura jamais été rompue. Personnellement, j'interviens comme pédiatre de l'équipe mobile de soins palliatifs dans les situations de Noah peu de temps après le diagnostic de la maladie, donc cette pathologie génétique neurodégénérative et incurable. Je rencontre dans un premier temps ces 2 parents lors d'une consultation conjointe avec mes collègues neuropédiatres et spécialistes en maladies métaboliques.
Au cours de cet entretien, durant lequel Noah n'est pas présent, à la demande des parents, nous échangeons sur l'approche palliative centrée sur le prendre soin, le confort, la qualité de vie de Noah et de ses proches. Les parents ont beaucoup de questions pratiques lors de cette consultation, quid de l'école. Il était encore à l'école à cette période-là. Faut-il déjà faire des démarches pour un centre adapté aux besoins de Noah et à son futur handicap? Comment aménager le domicile? Nous les assurons que nous serons présents et que nous nous adapterons au fil du temps aux besoins de Noah. Je fais la connaissance de Noah un peu plus tard, alors que son état neurologique s'est fort dégradé. Il n'a plus accès à la parole, ni aux autres moyens de communication. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, de l'entendre, et mon appréciation de ce qu'était Noah, et de comment il a pu intégrer son parcours de vie à venir, ne peut se faire qu'au travers des récits des équipes soignantes et de ses parents. L'état de santé de Noah se dégrade rapidement, il ne peut plus s'alimenter, et les symptômes neurologiques sont difficiles à soulager au domicile, et on décide de l'hospitaliser. Durant l'hospitalisation, je suis présente très très régulièrement à son chevet, notamment afin d'adapter les traitements forts dans cette situation de crise où l'inconfort est quand même très présent. Nous avons des entretiens réguliers avec les deux parents afin de les informer des adaptations du plan de soins. Nous parlons de la fin de vie, des soins que nous apporterons, quel que soit le lieu de fin de vie et des limitations des techniques de réanimation. C'est durant cette période d'hospitalisation et de crise que va émerger pour la première fois la demande maternelle que nous abrégions de manière active la vie de Noah. Sa maman répète cette demande de manière incessante aux médecins et aux infirmiers de l'équipe soignante hospitalière qui s'occupe de son fils. Elle revendique le droit d'accéder à l'aide active à mourir pour son fils, s'appuyant sur la loi belge relative à l'euthanasie des patients mineurs. Que faire face à cette demande maternelle qui, par ailleurs, est relayée et appuyée par le père, le médecin traitant et certains membres de l'équipe soignante? Comment adapter notre accompagnement pour Noah, sa mère, son père et les équipes soignantes? En quoi la narrativité va nous aider dans notre écoute, notre accompagnement et nos décisions? Être à l'écoute des récits est une approche qui fait partie au quotidien de notre pratique pédiatrique. Tant nous avons l'expérience de la triangulation de la communication dans nos entretiens avec l'enfant malade et avec ses parents. Même si nos soins sont principalement focalisés sur notre patient, l'enfant malade, nous sommes aussi à l'écoute de ses parents qui, au travers de leurs récits, nous permettent d'adapter notre prise en charge et de prendre soin dans un trajet palliatif. La triangulation dans la communication et de cette expérience que nous avions, nous, équipe pédiatrique, d'écouter les récits des uns et des autres. Mais même avec cette expérience-là, il nous est parfois difficile d'y voir clair quand une demande d'aide active à mourir émerge dans une situation palliative et avec un risque réel de se laisser trop impacter et parfois même contaminé par la souffrance d'un autre que l'enfant malade. Ma souffrance, celle des équipes soignantes, celle des parents. Et c'est là que l'approche narrative va intervenir comme une grille de lecture et un cadre réflexif. Je ne peux répondre à la question que je me pose comme médecin en soins palliatifs, qui est le « que dois-je faire ?» si je peux répondre à la question de quelle est l'histoire dans laquelle je me trouve. Comment, au travers de l'histoire qui m'est racontée, améliorer ma compréhension de cette demande, élément indispensable à l'accompagnement de qualité, à la fois pour Noah, à la fois pour sa mère, à la fois pour son père et pour les différents acteurs de cette constellation du soin. Les questions que je me pose sont: de qui racontons-nous l'histoire dans cette demande d'aide active à mourir?
De qui et de quoi prenons-nous soin? Quels sont les absents dans le récit? Qui parle? Qui écoute? Au-delà de cette demande d'aide active à mourir, qu'est-ce qui est demandé et à qui? Au-delà de cette demande, qu'est-ce qui est réellement souhaité et pourquoi cette demande émerge à ce moment-là? J'élabore des hypothèses quant à la demande maternelle et à sa souffrance. Le rôle de la maladie génétique liée à l'X qu'elle a transmis à son fils. Son histoire de lien maternel avec Noah. L'insupportable de la perte du lien relationnel avec le Noah d'avant, comme si Noah était déjà mort à ses yeux, mais aussi ce qu'elle imagine de la souffrance physique et psychique de son fils. Le propos de Julie Cano, la psychologue qui prendra la parole après moi, vous éclairera en apportant des éléments de réflexion sur cette thématique-là. Ici, pour replacer un petit peu le contexte de la loi belge que peut-être tous ne connaissent pas de l'autre côté de l'écran, un des critères, il faut savoir qu'un des critères d'application du cadre légal belge de l'euthanasie, que ce soit pour le patient adulte ou pour le patient mineur, est que ce soit le patient lui-même qui demande l'aide active à mourir. Et dans cette situation-ci, ça excluait de fait le recours à la loi dans la situation donc, de Noah. Mais comment alors continuer à prendre du soin et on est au-delà de cette demande qui est exclue du cadre légal belge? Ben d'abord, je pense considérer, et ça c'est vraiment nos pratiques en soins palliatifs, qu'aucune parole et qu'aucune demande n'est inaudible. Et toujours bien différencier la demande de ce qu'on va faire, de l'acte. Être présent, accorder du temps à l'écoute, bien, de manière bienveillante et sans tabou. Maintenir l'alliance. Redonner de la place aux absents, notamment au père de Noah, dans l'écoute, l'accès aux informations et au soutien. Et puis redonner de la place aux absents, cela concerne aussi Noah, parce que dans cette situation-ci, quand je prenais une position un petit peu de méta, j'ai ressenti très vite l'absence de Noah dans le propos maternel et même dans l'histoire racontée par les soignants. Noah a perdu ses capacités de communication. Comment lui redonner une place dans le récit? Comment le remettre au centre de nos préoccupations? Alors ça, c'est nos pratiques de soins palliatifs, hein, c'est soulager les symptômes, c'est soulager les symptômes d'inconfort, mais aussi mettre de la vie dans le parcours dramatique. Passage dans la chambre des clowns, des musiciens, des conteurs d'histoire. Pour conclure mon propos, je vous dirais que l'approche narrative m'a vraiment aidée à prêter de l'attention aux voix humaines, à saisir les histoires que patients et familles racontent sur la façon dont ils sont arrivés à cette situation difficile. Et en comprenant, en écoutant le récit, en comprenant le comment, j'ai pu explorer avec eux la meilleure façon d'aller vers l'avant. Je vous remercie. Je cède la parole à Julie. Le réglage. Voilà. Je suis psychologue en milieu hospitalier et pédiatrique, je vous le disais tout à l'heure, au sein du service de neuropédiatrie de l'hôpital des enfants Reine Fabiola. Mon chemin côté de Noah va se dérouler sur un peu plus d'une année, lors de consultations hospitalières dans sa présence seule ou accompagnée de ses parents. Mon accompagnement de l'enfant va s'intensifier lors de temps d'hospitalisation où je peux mieux le rencontrer et où je vais pouvoir être aussi témoin de la manière dont va s'exprimer sa maladie. Une maladie impactant l'enfant en substance, bien sûr, dans son identité propre, une maladie qui vient confisquer très tôt la possibilité d'être en relation avec lui. Et donc, je m'attarderai pour ma part ici surtout sur l'impact que cela a sur la dyade mère-enfant.
Je descends comment? Pardonnez-moi, petit réglage. Comment j'ai son tête? Merci. Je vais m'en assurer. Je vais remonter. Pour saisir un peu de l'expérience de vie qui nous a été donnée d'avoir avec Noah et sa famille, je choisis 3 points d'éclairage de leur histoire qui, dans ma compréhension de ce qui va arriver, aident à faire sens. D'abord, un premier temps, la maladie dans sa phénoménologie propre. Comment est-ce qu'elle prend forme? Comment se signe sa présence et son avancement? Comment est-ce qu'elle vient déposséder l'enfant de ce qui le constitue jusqu'alors et qui, par voie de conséquence, comment est-ce qu'elle vient trop rapidement empêcher cet enfant et ses parents de vivre ensemble la situation de crise qui est la leur? Autrement dit, de convenir ensemble de ce qu'il se passe pour eux. La maladie va ainsi empêcher la cellule familiale de disposer de temps pour composer avec la réalité qui est là. Elle va véritablement les empêcher de créer ensemble les termes relationnels d'une séparation qui pour autant s'annonce. L'affection de Noah consiste en un processus dégénératif qui vient affecter l'enfant dans l'ensemble de ses capacités cognitives, motrices, sensorielles, autrement dit dans toutes ses fonctions organisatrices. Manger, parler, marcher, jouer, rire, être présent au monde. Et lorsque je le rencontre, c'est un petit garçon élève de CE1 qui est pleinement occupé à vivre. Il présente les premiers signes évocateurs de cette affection qui va prendre place assez rapidement en lui. Et à ce moment-là, il peut encore témoigner de ce qu'il se passe pour lui. Il peut en dire quelque chose avec ses mots. Il réagit avec angoisse, avec perplexité et avec confusion. Il semble expérimenter beaucoup de solitude avec cette réalité qui vient aussi sidérer ses parents. Que pouvoir lui en dire, comment le faire dans un si court laps de temps. Il y a comme ça ce sentiment partagé entre nous d'une grande cruauté dans ce que la maladie inflige à l'enfant et à sa famille. La maladie avance très vite. Les aménagements pensés pour maintenir une qualité de vie ont à peine le temps d'être pensés et organisés que sa situation clinique se péjore et qu'ils ne sont plus ajustés à ses besoins. On a le sentiment de courir après le temps, de courir après cette maladie, tandis que Noah semble nous filer entre les doigts. Temps 2, Noah n'a plus de contact avec son environnement immédiat. Il est allongé, les yeux ouverts, le regard vide, un visage anémique. Nous n'observons plus de réaction intentionnelle de sa part en réponse à la stimulation. Et il se vit dans la chambre de l'enfant cette expérience très dissonante d'un enfant qui est là et pourrait ne plus être là tout à la fois. La maladie dans son mode opératoire vient le déconnecter de son environnement, vient comme le dévitaliser. Si je fais appel à mes représentations fantasmatiques, c'est en ces termes-là que je l'exprimerai. J'observe une maman prostrée, figée, ne parvenant plus à prendre part aux soins du quotidien pour son enfant. La détresse émotionnelle est extrêmement intense et s'accompagne d'un sentiment d'étrangeté à l'égard de Noah. Cette mère fait comme l'expérience, elle fait l'expérience que sa proximité, sous toutes ses formes, n'est plus vectrice de sécurité ni de réconfort pour lui. Elle ne parvient plus, en tout cas, à en faire l'expérience, ni à s'en convaincre, au-delà des apparences. Les choses se passent comme si une première mort était ici partagée. L'enfant conscient, l'enfant relationnel n'est plus là, et la mère se trouve amputée de ce répertoire maternel pour aimer, prendre soin, protéger son enfant. Et avec lui disparaît une part d'elle et de son art, sa distinction maternelle. Il semble se négocier alors pour cette dame sa capacité à rester l'élu de son enfant
par une intimité, une proximité qu'elle va devoir déployer en des termes nouveaux. Mais lesquels? Comment va se jouer, comment va s'écrire dorénavant sa capacité à prendre soin de son enfant, mais aussi sa capacité à se voir elle-même, être une maman qui protège, à se voir être cette maman qui protège et à montrer à son environnement qu'elle reste une maman en capacité de protéger. Temps 3, la colère et le désespoir de cette mère, une souffrance qu'elle met en mots à partir de son vécu d'impuissance et à partir de son sentiment de culpabilité, celui de ne pas parvenir à protéger Noah d'une expérience de solitude et de souffrance dans une fin de vie annoncée, celui de le voir condamné par une maladie génétique dont elle est la conductrice, asymptomatique. Alors, il y a chez elle le vécu d'un scandale absolu, sentiment d'injustice, elle hurle sa douleur. La maman réclame alors l'accès pour son enfant à un acte d'euthanasie et elle convoque alors la scène légale pour statuer sur son drame. Cette demande d'euthanasie faite par la mère de Noah pour son enfant n'entre pas dans les critères d'application de la loi. Et le sentiment d'injustice s'amplifie face à ce qu'elle vit comme un refus, cette impossibilité pour le corps soignant d'accéder à sa réponse. Sa douleur exprimée devient centrale et presque monumentale, je dirais, dans mon accompagnement de cet enfant. La conflictualité, la rage désespérée semble la préserver d'un effondrement psychique. J'en fais l'hypothèse et permet à cette dame de rester debout. Et un parallèle m'interpelle entre le vécu de la maman et celui qu'elle prête à son enfant, tandis qu'elle se figure la lutte comme ça, désespérée et silencieuse de son enfant qui est enfermé dans sa maladie. Il semble se jouer de même pour elle, sur la scène, cette fois-ci légale, sociale, sociétale, et cette fois-ci à voix haute, je dirais. Elle me donne ce sentiment de parvenir dans ses termes à elle, à le rejoindre là où elle le pense. Voilà, je m'arrête ici pour ma vignette clinique et je souhaitais partager brièvement, mais aussi spontanément avec vous, l'apport de l'approche narrative, de la médecine narrative pour moi dans ma fonction de psychologue ici, mes premières lignes. Et je dirais que c'est certainement dans l'attention que je vais prêter à l'exercice narratif auquel j'invite mon patient, ou là, en l'occurrence la maman, l'attention que je vais prêter à l'agentivité qui est la sienne. Je m'explique. Mettre en récit, lui demander de raconter ce qui lui arrive, lui fait opérer une espèce de décalage. C'est-à-dire que c'est une première façon de se départir de l'expérience dans laquelle elle est. Or, cette dame est dans une situation de rupture et de crise. Et je rencontre une personne littéralement en terre, je dirais. La mettre en situation de se raconter, c'est lui donner cette possibilité de se remettre dans la vie debout, lui demandant de regarder ce qui lui arrive, lui demandant de faire des liens avec son monde interne, lui demandant aussi la possibilité d'accéder à ce monologue intérieur, à l'idée qu'elle se fait de elle vivant cette situation de vie extrême. Je dirais que dans l'approche narrative a certainement soutenu chez moi cette vigilance à refléter dans le cadre interlocutif la façon dont le sujet récupère une forme d'agentivité. Il devient à nouveau un peu acteur, actrice de son expérience de vie extrême. L'autre point qui me semble important, qui je vois me gouverne dans ma façon d'occuper cette fonction de psychologue auprès de Noah et ses parents, c'est certainement d'inviter les parents à identifier leurs instruments
moral, leur blason moral, entre guillemets, à eux. Je les invite à exprimer ou à identifier dans leur parcours de vie les valeurs, les croyances, les mythes fondateurs pour eux on va dire, qui traversent leur art de vivre, de prendre position, d'aimer leur enfant, d'en prendre soin, de décider en quelque sorte. Et je cherche à les rendre acteurs lucides, je dirais, plus clairvoyants dans le processus décisionnel qui est le leur, puisqu'on va les inviter à prendre position, à prendre des décisions. Et je considère que je peux vérifier combien la prise de décision en accord avec un ordre intérieur, un alignement moral, personnel est facteur de sécurité, je dirais, et facteur de pérennité et de congruence dans les décisions qui vont être prises autour et avec ces parents. Voilà, donc cette attention toute particulière à faire émerger la carte d'importance, comme on lit dans certains textes sur la médecine narrative, je m'en suis vraiment saisie dans ma fonction. Voilà, je m'arrête ici. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre un peu les deux présentations de mes collègues et de vous faire un peu, de parler en fait de ce qu'est la médecine narrative, d'où ça vient et ce qu'on en a fait ici à l'hôpital des enfants. La médecine narrative, en fait, c'est, malgré son nom médecine, c'est une approche qui est d'entrée de jeu pluridisciplinaire. En fait, tout le travail qui a été fait par les personnes qui ont construit cette approche du soin, c'est d'inviter l'expertise des filières de lettres, en fait, à nommer les enjeux de ces processus de soins. Notamment cette question du sens. Qu'est-ce qui fait sens dans une situation particulièrement complexe? Qu'est-ce qui fait sens de manière partagée, de manière collective, mais aussi parfois en collusion, en tâche entre les différentes personnes? Donc, qu'est-ce qui fait sens? Et de manière plus philosophique, qu'est-ce que le sens? On définit le sens en lui-même. Ça permet aussi, avec ces personnes qui venaient des filières de lettres, des philologues, des philosophes, d'interroger qu'est-ce qu'un récit de soins. On parle de récit de soins, on parle de cas cliniques et autres, mais finalement, quand on raconte ces situations, qu'est-ce qui est mis en avant? Comment ça s'articule? Qu'est-ce que ça modère comme propos ou qu'est-ce que ça illumine? Et c'est finalement mettre en évidence qu'est-ce que le soin raconte en actes et en paroles des personnes qu'il rassemble, mais également de lui-même. Et donc, la médecine narrative, telle qu'on l'entend sur la scène du soin, c'est une discipline universitaire qui a été créée au carrefour des années 2000 à l'université de Columbia aux États-Unis par la docteure Rita Charon. Elle est toujours directrice de ce master en médecine narrative. Donc, ça veut dire qu'à l'université de Columbia aux États-Unis, vous pouvez sortir spécialiste en médecine narrative. Vous pouvez sortir oncologue, neurologue. La médecine narrative est réellement un master de spécialisation en médecine. Et donc, le master en médecine narrative a toute une base référentielle en héritage de grands ouvrages sur lesquels il s'est appuyé. L'un d'entre eux, qui est utilisé de part et d'autre de l'Atlantique en milieu d'éthique clinique, c'est After Virtue d'Alice Dyer McIntyre. Il a été traduit en français directement après la vertu, dont vient cette phrase qui a été citée par ma collègue qui dit « Je peux seulement répondre à la question « Que dois-je faire ?» si je sais d'abord répondre à la question « Dans quelles histoires je me trouve partie ?» Et cette phrase a vraiment été appropriée par le milieu de la médecine narrative pour se dire « Ok, il y a un enjeu, il y a des histoires qui prennent place sur la scène du soin. On doit être capable de comprendre ces histoires, en tout cas de les appréhender, de les écouter, d'en percevoir les enjeux pour savoir ce qu'on doit y faire. » Et c'est pas anodin et c'est pas propre à la médecine outre-Atlantique, parce que de notre côté de l'Atlantique, et même en France en particulier, c'est une citation qui a été éminemment reprise, notamment par Paul Ricoeur, dans ses travaux qui ont mené à son ouvrage magistral sans même comme un autre, mais sur toute la littérature de philosophie et d'éthique du soin qu'il a produit dans les 15 dernières années de sa vie. Et en regard de cette base référentielle, la médecine narrative a également produit une base académique, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui ont été publiés, des ouvrages collectifs qui ont été publiés, qui se présentent comme des textbooks, donc des syllabies de cours, des façons d'apprendre réellement cette compétence. L'un d'entre eux, c'est The Principle and Practice of Narrative Medicine. Il n'a malheureusement pas encore été traduit en français,
Il y a certains textes qui commencent à être traduits en français, mais on a vraiment du coup, des ouvrages qui se présentent comme étant des portes d'entrée à l'apprentissage de cette compétence. Alors, cette compétence, qu'est-ce qu'elle va mettre en avant? La première question qu'elle pose, c'est précisément, c'est qu'est-ce qui se joue sur la scène du soin? Sur la scène, c'est au sens théâtral. C'est de ce récit qui prend acte en parole et en geste, et de l'ensemble des personnes qui rassemblent, qu'est-ce qui se joue là-dessus? Alors, l'une des premières questions qu'il va poser avec énormément d'acuité et qui prend une place toute singulière dans le cas qu'on vous a présenté, c'est celle des postures, la posture des personnes sur cette scène. La première d'entre elles, c'est celle de soignante et de soigner. On dirait qu'institutionnellement, ça paraît assez évident. On a des gens en blouse blanche d'un côté et des patients de l'autre, de manière très caricaturale. Mais en pédiatrie, on a déjà les parents en plus. Et ça devient très vite beaucoup plus compliqué quand on se demande quelle est la façon dont un enfant, et quand on prend soin de ses parents, dont les parents prennent soin de l'enfant, ou même des équipes, dont l'équipe prend soin de l'enfant qui est au centre du projet de soins, mais également des parents. Comment en équipe on prend soin les uns des autres. Donc, ces postures de soignantes et soignés ne sont pas aussi institutionnalisables qu'on pourrait le croire, et il faut y être éminemment attentif pour poser toujours la question de quoi est-ce qu'on prend soin. Ça met aussi en évidence du coup que le soin, tel que l'entend la médecine narrative, ne peut pas être circonscrit ni à des connaissances théoriques, ni pratiques, ni simplement une prestation d'acte. Alors, on a nos déboires belges. Si je parle de la T2A en France, je pense que je vais faire bouche assez rapidement. Le soin ne peut pas se limiter à la T2A. C'est un des fondements médecine narrative. Le soin est un processus d'accompagnement, d'un accompagnement qui se donne dans le temps, un accompagnement de récits qui vont se moduler dans le temps, qui vont s'adapter, qui vont se modifier, qui vont se re-raconter au travers du temps. Mais précisément, c'est un récit du soin, de ce qu'il fait, mais aussi de personnes. Et les personnes vont prendre aussi différentes postures à travers la façon dont le récit se donne. La première personne, c'est la personne qui va raconter ce récit. Cette personne qui est narratrice de ce récit, qui va le donner, qui prend un statut particulier. Ça peut être l'enfant qui raconte son soin, qui raconte son état de vie. Je dis toujours en parole ou en acte. C'est toute la question de, tiens, cet enfant est-il inconfortable alors qu'il n'a plus accès à la parole ou rien? Qu'est-ce qu'il nous raconte, finalement, de son état de santé? Et précisément, ce récit va être raconté à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va être destinataire de ce récit, qui va être une personne qui est narrateur de ce récit, qui va la recevoir. Et donc, on investit d'un rôle particulier. Et ces récits vont mettre en acte des personnes qui sont actrices de cette scène du soin. Et l'ensemble de ces actrices, du coup, vont aussi avoir tout un pool de postures qui vont leur être propres. Et là, on peut de nouveau rester en France parce qu'il y a des outils qui ont été mis en place, notamment à travers la psychothérapie institutionnelle et les travaux de Jean Houry, à travers le statut, le rôle et la fonction de ces actrices. Alors, le statut, c'est ce qui est dit formellement d'une personne. C'est ce qui va être noté sur ma fiche de paye. Ça va être ce qui est noté sur un badge, ce qui est noté sur un dossier. Ce sont les éléments formels. Vous êtes parent, vous êtes patient, vous êtes le malade, vous êtes éthicien, vous êtes médecin, vous êtes psychologue. C'est ce qui est dit formellement d'une personne. Le rôle d'une personne sur cette scène est plus compliqué. C'est ce qui va être investi dans la personne par les autres. C'est ce qui est attendu d'elle et qu'elle ignore peut-être à travers une demande qui n'est pas formulée ou finalement à travers la demande de cette maman, quel était le rôle qu'elle nous donnait à nous en tant qu'équipe soignante. Et finalement, il y a la fonction. La fonction, c'est la mission que la personne s'attribue. La façon dont elle va investir elle-même la scène du soin. Le statut, le rôle, la fonction de personnes qui sont narratrices, narrateurs et actrices d'un récit de soin au sein duquel chacune et chacun, à un moment ou l'autre, va être soignante et soignée. On a donc un ensemble de personnes qui sont toutes reliées par ces liens de soins, une constellation du soin en fait. Une constellation, donc quelque chose qui est éminemment artificiel, ce n'est pas forcément là au point naturel, ce sont des liens qu'on va dessiner par l'institutionnalisation du soin également. Il n'empêche qu'au centre de cette constellation, il y a quelqu'un, c'est le patient. Pour que le soin fasse sens, il faut qu'il reste focalisé sur le patient, mais pour que le soin demeure humain en regard de son sens, il faut qu'il demeure éveillé à l'ensemble des personnes qui l'entourent. Ça veut dire que d'autres constellations peuvent émerger. Si à un moment le soin se décale du patient, par exemple à l'un de ses parents, c'est une nouvelle constellation qui se crée, intimement et éminemment liée à la première, mais les liens se déplacent. Ça veut dire aussi qu'à travers l'ensemble de ces récits, et même à travers l'ensemble d'une perspective pluridisciplinaire, aussi bienveillante, aussi compétente soit-elle, la personne va toujours déborder les perspectives qu'il aborde. Un récit de soins
aussi compétent soit-il, aussi complet, aussi exhaustif qu'il souhaite être, mais la personne va toujours y échapper. Quand on fait le récit d'un patient, c'est un élément zéro à admettre. Le patient, la personne qu'est le patient, va échapper au récit qu'on en fait. Chez toujours, on a une spécialisation médicale, clinique, quelconque, mais elles sont souvent attachées à des organes, la cardiologie, l'uronéphro, la neuro, on est attaché à un élément. Mais la maladie, elle déborde souvent la spécialisation parce que ce sont souvent des maladies qui vont impliquer des conséquences sur d'autres organes. Au-delà de la maladie, on a le patient qui déborde sa propre maladie. Il en a un vécu qui lui est singulier, qui est propre. Oui, mais au-delà du patient, on a la personne qui est encore plus large que ça. De la spécialisation à la personne, on a ce qu'on appelle une discrépance, un écart, quelque chose qui tient d'une dissonance dans le récit du soin dont on doit être à l'écoute. On ne perçoit pas complètement la personne. On a toujours un léger retard par rapport à ça. C'est pas pessimiste. Ça veut dire qu'on doit aller à l'écoute de ces récits. Mais qu'est-ce que ces récits nous donnent en fait? Ils nous donnent des paroles. Et là, aussi, la médecine narrative nous aide parce qu'on peut décortiquer ces paroles, ou en tout cas percevoir ce qu'elles nous disent. On va avoir des paroles qui se veulent exactes, scientifiquement exactes, ou légalement exactes. C'est des paroles qui se veulent valables pour l'ensemble des personnes concernées. Un diagnostic est une parole exacte. Une température, une arythmie cardiaque, un texte de loi, tel que celui qu'on a en Belgique pour l'euthanasie, sont des paroles qui se veulent exactes. Elles ne dépendent pas de la perception que l'on en a. Ensuite, il y a la parole vraie. Alors, c'est une parole que je dis vraie avec un petit v, parce qu'elle appartient à la personne qui l'exprime. C'est ça, la façon dont elle perçoit la situation, dont elle lui donne sens, dont elle vit ce sens, dont elle en fait l'expérience, quelque viscérale du sens. C'est d'ailleurs l'une des définitions du mot sens. Le sens, on a la signification, on a la direction d'un projet de soin éventuellement, mais aussi le sens littéral. Comment est-ce qu'on vit tout ça? Et enfin, il y a une troisième forme de parole qui est fondamentalement ma pratique à mon tant qu'éthicien, c'est la parole juste. La parole juste est celle qui va rassembler l'ensemble des personnes. C'est pas forcément une parole de justice, mais plus une parole de justesse. Que quand on vient dans un hôpital voir le gars qui a un diplôme en philosophie, il se souvent avec un sourire, c'est que la situation n'est pas grave, elle est désespérée. Mon boulot à moi, c'est de mobiliser 2500 ans de tradition philosophique, pas pour produire des réponses qui sont exactes, c'est pas mon boulot. C'était pas pour absorber ou prétendre comprendre, prendre en moi la parole vraie des autres. Non, c'est pour poser des questions qui sont justes. Juste parce que dans une responsabilité fondamentale, c'est de n'y oublier personne. Et du coup, quelles sont ces questions justes qui ont déjà tramé les propos de mes collègues? La première d'entre elles, c'est qu'on pose quotidiennement et continuellement de qui et de quoi prenons-nous soin. C'est une question qui peut paraître un peu abrupte, pourtant on la pose sans cesse parce qu'elle n'implique aucune mauvaise réponse. Elle nécessite qu'on se pose la question pour qu'on s'éveille à quelque chose, qu'on s'éveille à un enjeu. Et c'est une question que je pose dans des situations cliniques de chevet comme celle-ci. Je la pose en conférence à des CEO de l'industrie pharmaceutique. Et elle fait mouche à chaque fois. De qui et de quoi prendrons-nous soin? J'ai pas de problème avec le fait qu'un CEO me dise, on prend soin de nos actionnaires. Ok, mais dites-le. Admettez-le. J'ai pas de problème qu'au chevet d'un patient, on dise, là, ce n'est pas du patient dont on doit prendre soin. Pas uniquement du patient dont on doit prendre soin. On doit dessiner une nouvelle constellation parce qu'il y a de nouveaux enjeux au sein de ses proches, au sein de nos équipes. On doit prendre soin de qui et de quoi prenons-nous soin. Ça veut dire aussi qu'on doit poser pour l'ensemble de ces personnes 2 questions qui sont fondamentales. Qu'est-ce qui vous importe et qu'est-ce qui vous est difficile? Qu'est-ce qui va mobiliser ce sens en vous? Qu'est-ce qui va nous permettre de le partager? Donc, on a un sens, une signification, une direction et une sensation qui vise à un partage. Le partage, c'est cette capacité à échanger, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il y ait droit au silence et spécifiquement, si le droit au silence est fondamental, notre responsabilité en tant qu'équipe sonnante, c'est de se rendre capable d'écouter, de ne pas prendre le silence pour une absence de propos. Donc, l'échange. Le deuxième définition de partage, c'est prendre part, participer, rendre les gens capables de participer à ces décisions, autant que faire se peut. Ne pas partir de l'a priori qu'un patient en souffrance neurologique lourde n'est plus capable de participer. Je ne veux pas dire capacité de discernement, d'autonomie, mais on ne doit pas éluder notre capacité d'écoute à son égard, rendre capable de participer ne serait-ce que par le regard qu'on lui porte, ne pas l'oublier derrière le récit de sa maman, par exemple. Et la troisième élément du terme partagé, partager, quand on partage un gâteau, on en scinde les parties. Chacune peut repartir chez elle
propre d'elle-même, c'est-à-dire reconnue. C'est un élément qui est fondamental d'instance partagée, c'est permettre à l'ensemble des personnes qui ont participé à un tel projet de soins de se sentir reconnues dans l'histoire qu'elles ont portée, dans l'histoire qui est composée collectivement. C'est fait partie de notre reconnaissance. Ça n'a pas concerne la médecine narrative à l'hôpital. Elle a été tirée de l'école américaine adaptée, notamment très fortement enrichie des travaux de Paul Ricoeur pour transformer cette médecine narrative en un outil, comme on dit, pratico-pratique, qu'on peut utiliser dans le quotidien des soins, de situations aussi complexes. Alors, finalement, un éveil qui fait un peu métronome au quotidien sur des questions qu'on peut poser continuellement. Et en tant qu'éthicien, moi, j'ai une espèce de groupe de questions, un peu comme ces roues que les gynécos ont pour calculer la période de naissance d'un enfant. Ben, j'ai une roue avec un ensemble de questions qui va poser qui, quoi, où, comment, pourquoi, et à qui, par qui, pour qui. Et donc, ces roues de questions vous permettent d'orienter ma réflexion. Et ce sont des questions finalement qu'on pose dès le CM1 ou le CM2 pour interroger un récit. C'est juste qu'on nous a donné beaucoup de compétences et de temps pour les oublier en cours de route à travers nos spécialisations respectives. Merci à vous de vos interventions respectives. Je crois qu'on peut partir directement dans le vif des questions des participants. Peut-être il y a des questions un peu plus centrées sur la situation clinique et puis d'autres qui font un peu plus le pont entre les demandes d'euthanasie et la médecine narrative. Peut-être on peut commencer par, je sais pas, Delphine, ce que tu en penses, des questions générales ou plus globales ou plus particulières. Oui, il y a 3 questions, à mon avis, qui sont rapides à éclairer et qui nous ont été posées là dans le fil du chat. Une écoutante qui nous demandait si l'intervention narrative de l'équipe avait été d'emblée proposée comme un refus de l'euthanasie, comme une réponse au refus de l'euthanasie, et à l'accompagnement des parents dans ce contexte, ou si c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de l'avancée dans la situation clinique. Ça vient en fait questionner un petit peu à la fois l'outil et à la fois le cadre légal, c'est-à-dire en fait le fait que ce soit une demande hors cadre et qu'elle soit traitée par cet outil-là. Est-ce que finalement, c'est un outil qui va être utilisé dans toutes les situations de ce type, même celles qui sont pas hors cadre légal? Est-ce que c'est un outil qui est particulièrement intéressant pour les situations de refus qui sont hors cadre? Et finalement, moi, j'avais une question un peu connexe et un peu dans le même paquet, c'est est-ce que du coup, vous considérez ces demandes parentales d'accélération de fin de vie comme des demandes d'euthanasie, enfin, c'est pas demande d'euthanasie au sens propre, mais ça veut dire que les parents, vous les formulez comme des demandes d'euthanasie parce qu'ils n'ont pas compris que c'était des demandes de la personne elle-même, c'est ça? Alors, dans cette situation-ci, c'était clairement le cas. Donc, il y avait une confusion sur le contenu de la loi, que ce soit dans le chef de l'armée, mais aussi dans le chef de plusieurs soignants, y compris le médecin traitant, qui ont été dans le même sens, enfin, qui ont renforcé en fait cette revendication et cet appel à la loi, qui en fait n'était pas du tout, était mal connu. Et il y avait beaucoup de confusion sur le contenu de la loi qu'on a dû clarifier très vite en entretien, non seulement avec les parents, mais aussi avec les membres des équipes soignantes. Donc, ça a fait partie de la prise en charge, qui était cette information que nous avons pu apporter. Et je me souviens que j'ai moi-même contacté le médecin traitant afin de discuter, donc extra-hospitalier, le généraliste, avec le médecin de famille, afin de pouvoir discuter avec lui du contenu de la loi. Alors, en ce qui concerne le contenu de la loi, particulièrement de l'euthanasie chez le patient mineur, c'est quand même des situations qui sont extrêmement rares. Ça, il faut le savoir. Et il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne le patient mineur
sur ce qui est autorisé par la loi quand la demande ne vient pas du patient. Comme c'est un mineur, je pense que ça peut peut-être expliquer la confusion, qui est que la demande peut venir des parents. Et donc, c'est quelque chose qu'on a quand même rencontré à plusieurs reprises dans d'autres situations aussi de trajet de soins palliatifs, où il y avait cette confusion, voilà, qu'il a fallu corriger et apporter les informations. Donc, que ce soit dans deux situations, hein, il peut y avoir soit de la part des parents, comme dans cette situation-ci, une revendication de « mais pourquoi vous n'accédez pas à ma demande puisqu'il y a une loi en Belgique qui l'autorise ?» ou alors, dans d'autres termes que j'ai rencontrés aussi, c'est « attention, moi je ne veux pas que vous euthanasiez mon enfant. Ce n'est pas parce qu'il y a la loi belge de l'euthanasie que vous avez le droit, vous médecins, d'euthanasier mon enfant. » Donc voilà, donc il faut savoir qu'à l'heure que la loi de l'euthanasie, c'est 2002, hein, donc ça fait 21 ans, qu'il y a encore ces confusions-là, et l'extension de la loi aux patients mineurs, c'était 2014, donc ça fait presque 10 ans, et donc c'est encore très très mal connu, y compris au sein des équipes soignantes, et particulièrement pédiatriques, parce que c'est vrai que dans les équipes pédiatriques, on a beaucoup moins l'expérience de l'euthanasie dans le cadre légal. Et on voit qu'en Belgique, effectivement, la loi est arrivée en 2014, le 28 février 2014. Depuis le 28 février 2014, nous n'avons que 4 situations d'euthanasie enregistrées en Belgique. Donc, pour les derniers chiffres qui sont encore sortis il y a quelques mois, ça a été confirmé, donc il n'y a eu que 4 cas. Donc, c'est une pratique qui n'est jamais anodine, mais qui est excessivement rare. Comme pour chez nos collègues néerlandophones aux Pays-Bas, le protocole de Groningen qui lui peut prendre place chez des nourrissons. Même chose, il existe depuis encore plus longtemps que l'euthanasie, il existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Même chose, le nombre de cas est minime. Par contre, ce qui a permis la loi aussi, c'est à l'inverse d'avoir des parents qui sont parfois très conscients du cadre légal, que leur situation ne permet pas de le rencontrer, mais du coup, ouvre une scène pour qu'ils viennent, pour venir la demander quand même. Par ce biais-là, ils arrivent à exprimer un non-dit, un tabou, en disant, ben voilà, je fais une demande que je sais qui ne peut pas être reçue, parce que je peux exprimer quelque chose qui n'est plus possible pour moi, c'est un souhait tacite pas forcément de mort de l'enfant, mais de mort de la situation que représente l'enfant à un moment donné. C'est quelque chose qui est aussi présent, qui se contraste particulièrement en Belgique, parce qu'en fait, du coup, la loi a généré une scène de parole pour accueillir ces situations-là. De dire, ben voilà, je demandais l'euthanasie pour un enfant, ou il y a eu des situations où des équipes ont pu le demander aussi. Alors que informé ou non informé, ça a ouvert une scène où on a pu finalement accompagner cette souffrance et de ne pas la balayer. Et on voit cette conscientisation qui, bon, en Belgique, elle est présente, mais on la voit émerger en France aussi, puisqu'il y a de plus en plus de recherches qui commencent à mettre en évidence l'accompagnement de cette demande, avec cette différence fondamentale, comme le disait le Dr Fontaine, entre l'accompagnement de la demande et la réalisation de l'acte. Ça reste encore les demandes d'aide médicale à mourir, que ce soit de part et d'autre de notre frontière, sont inexistantes, que ce soit en Belgique ou en France. Doter les soignants et les équipes soignantes d'outils implémentables pour accompagner ces demandes. Et quand je dis accompagner ces demandes, c'est accompagner les patients, accompagner les proches, accompagner les équipes aussi, c'est fondamental. Je n'ai pas l'abonnement, vous ne l'avez pas. C'est d'accompagner l'ensemble de ces éléments. Ça, c'est indispensable. Quel que soit le cadre légal, c'est voilà. C'était pour répondre à la question de Sandra Franch. Je pense que l'outil approche narrative ou grille de lecture narrative est un outil qui va convenir que la demande rencontre les critères du cadre légal ou pas. Parce qu'on est au-delà de ça. On est dans comment j'accompagne cette demande, comment j'ai un outil d'écoute, comment j'ai un outil d'analyse, comment j'ai un outil de compréhension de ce qui n'est pas dit. Et donc, comment moi, je peux, enfin, quand je dis moi, comment les équipes multidisciplinaires, chaque discipline avec ses compétences, peuvent accompagner ces demandes-là, que ce soit qu'ils répondent au cadre légal ou pas.
Ouais, je comprends. C'est un peu ce que les gens demandent dans le chat, finalement, quelle différence entre l'approche narrative et l'approche systémique? Est-ce que c'est un outil ou une posture, finalement, qui est déjà une posture d'accompagnement en médecine palliative et et en effet vient être une façon de pratiquer la médecine, quelle que soit la souffrance qui est exprimée finalement et la demande euh, qu'elle soit une demande d'aide active à mourir ou pas en fait. C'est le côté, pour la médecine narrative, côté Columbia, ça tient presque de la caricature, c'est que les médecins ont plus facile à aller chercher des philosophes que les psychologues qui travaillent avec eux en unité. Oui. Donc, c'est en fait, et souvent, la philosophie en soi, on va inventer le tiers. Par contre, l'enjeu, c'est de pouvoir apporter des mots pour nommer le quotidien. Et quand j'ai commencé à médiatiser les outils de médecine narrative, je n'ai pas une équipe qui m'a pas dit ouais mais en fait ça on ne fait pas, c'est nouveau. On me dit en fait c'est fondamentalement ce qu'on fait déjà, mais ça permet voilà, ça permet de nommer des choses qui sont déjà en place et parfois entre l'acuité des outils d'autant plus aiguisés. Et ben, dans les demandes d'euthanasie, il y a un élément qui est fondamental dans la loi belge, c'est que le médecin et son patient, dans le cadre de la pédiatrie, le médecin, le patient et les parents, puisque les parents doivent absolument donner leur accord si c'est un enfant qui fait la demande, l'ensemble de ces personnes doivent arriver à l'intime conviction partagée que dans la situation du patient, aucune autre solution raisonnable ne se présente. À chaque fois, dans une situation singulière, de manière collective et partagée, il faut arriver à cette intime conviction. Ce n'est pas possible si à un moment, il n'y a pas un récit global de soins qui est mis sur la table et qui est discuté. Pour les enfants, en Belgique, il y a la capacité de discernement qui doit être absolument évaluée par un pédopsychiatre ou un psychologue spécialisé en pédiatrie, qui va accompagner ce récit-là aussi. C'est pas juste une grille d'évaluation. À part, il y a le gouvernement belge, le législateur n'a pas produit une grille disant, ben voilà, il a coché toutes les cases, allez-y, c'est bon. Non, non. C'est un processus d'accompagnement d'un récit de la maladie, d'un récit de soi, d'un récit de vie. Et j'insiste sur le côté récit de vie, malgré la perspective qui se joue, d'être de dire, mais comment est-ce qu'on donne sens à tout ça et arriver à cette intime conviction partagée que dans la situation singulière et particulière de ce patient, aucune autre solution raisonnable ne se présente. Ça veut dire qu'un patient avec un autre patient avec un approche est obligé d'y passer. Hein. Alors justement, comment finalement on utilise la médecine narrative avec ceux à qui on propose de l'utiliser? Ce que je veux dire par là, c'est on entend à quel point, dans toute la vignette que vous présentez, la posture d'écoute est quelque chose qui est utilisé comme un outil au profit de l'ouverture à ce qu'est en train de vivre l'autre, l'ouverture à ce qu'est en train de vivre cette maman. On voyait bien, il y avait des questions dans le chat sur mais qu'est-ce qui se passe pour cette maman? Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome dissociatif? Est-ce qu'on utilise la clinique du traumatisme? Et du coup, on imagine bien ce qui peut se passer dans les têtes, les cœurs des professionnels qui se retrouvent finalement à écouter ce récit qui est nourri par de la souffrance. Et je me disais comment finalement on parvient à accompagner les professionnels dans l'utilisation de cet outil, à dépasser aussi leurs limites de soignants de première ligne. C'est-à-dire, on sait très bien que quand on écoute, il faut quand même arriver à dépasser ce qui est mobilisé par la peur de ce qu'on a à entendre, de ce qu'on va entendre, de la souffrance de l'autre. Et du coup, comment on fait pour accompagner les professionnels à être à l'aise finalement dans cette posture d'ouverture et dans ce qui va être recueilli? Moi, je veux bien répondre sur ce point-là. Je pense que la précaution la plus grande, absolument nécessaire, c'est de ne pas être seul. C'est tout à fait banal et central. C'est-à-dire qu'on s'inscrit, pour ma part, je fais partie d'un dispositif soignant large, expert, qui se constitue d'une première ligne, d'une seconde ligne. Et mon accompagnement de la situation de moi et de ses parents, elle dispose de différents temps, si vous voulez, de rencontres et
évidemment d'abord auprès du patient, mais aussi pour moi en termes d'intervision, de supervision, dans des configurations de rencontres différentes, c'est-à-dire en réunion, mais aussi individuelle, avec ma propre collègue psychologue de seconde ligne, faisant partie de l'équipe des soins palliatifs pédiatriques. Il y a vraiment cette nécessité forte pour rester clair dans mon ressenti, faire la part entre ce qui est notre bruit à nous, à soi, notre travail personnel et ce qu'on accueille dans l'écoute de l'autre. Il y a ce besoin de temps et de différents thèmes où se parle la situation. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Moi, j'interviendrai ici en tant que médecin plus coordonnateur dans le trajet de soins palliatifs. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les échanges émotionnels, donc les groupes de parole, parce que la souffrance, elle est contagieuse, comme vous l'avez très bien dit. Et c'est mais ce n'est pas la seule situation dans des trajets de soins palliatifs où ça se passe. Et où elle confond un peu les rôles de chacun. À un moment, tout se mélange, on ne sait plus très bien qui se fait le porte-parole de quoi. Et donc, il y a ces échanges émotionnels qui doivent être offerts, des groupes de parole qui doivent être offerts aux équipes soignantes. Ce sont des échanges qui ont lieu lors du trajet de soins, qui peuvent aussi avoir lieu après le décès du patient. Et puis, je pense qu'il y a aussi vraiment de manière impérative, comme modèle à utiliser, c'est la réunion multidisciplinaire. Parce qu'il faut absolument que chacun vienne avec ses compétences et ses connaissances, apporter des éléments qui peuvent aussi faire comprendre à d'autres soignants qui n'ont pas cette connaissance et ces compétences le pourquoi et le comment la situation clinique est comme ça, la demande est comme ça, et le pourquoi aussi je réagis comme ça. Et donc ça, je pense que c'est vraiment indispensable. C'est établir la réunion multidisciplinaire, mais c'est vrai qu'en pédiatrie, c'est quelque chose qui est dans notre culture pédiatrique, même en dehors du soin palliatif, qui est le modèle de la réunion multidisciplinaire. Mais c'est vraiment indispensable. Mes réunions multidisciplinaires, alors ça c'est vraiment mon expérience qui parle, dans laquelle la qualité du modérateur est vraiment extrêmement importante. Oui. Et là, on est au-delà du groupe de parole. Donc, on va se réunir sur d'autres choses et on va s'enrichir les uns les autres. Oui, parce qu'on a l'impression qu'un peu à l'image du travail qui est mené avec les parents, l'enfant, sur un peu la levée du chaos par le récit et par l'écoute de ce qui est vécu, ce travail-là, il est superposable à quelque chose qui peut être mené avec les équipes pour que les deux demandes finalement se rencontrent, quoi. La demande initiale d'euthanasie et puis la demande de l'équipe à comprendre. Tout à fait. Pousse en fait, ce système familial-là, cet individu-là à formuler quelque chose qui peut être vécu comme de la contrainte finalement, un peu en réflexe défensif du côté des professionnels. Ou l'inverse. Donc, il y avait, je me souviens, dans cette situation-là, une série de soignants qui étaient dans la même revendication que la mère. Ils prenaient cette mère et ne comprenaient pas pourquoi nous, équipe palliative, nous n'allons pas dans ce sens-là. Et donc, on s'est trouvé confrontés à ça. Et bon, alors, ça a pu heureusement être exprimé et donc pas couvé comme un feu latent, on est en période d'incendie, mais donc couvé comme un feu latent qui a fait qu'on n'en a pas eu connaissance tout de suite. Heureusement, ça a été exprimé assez vite, ce qui nous a permis de pouvoir organiser en fait ces réunions et de pouvoir en discuter de vive voix. Il y a un enjeu qui est fondamental, c'est quand l'accompagnement, par exemple, des équipes, elles se rendent compte du profond désarroi éventuellement auquel sont confrontées nos équipes, d'arriver à un statut, par exemple, des équipes en unité de soins intensifs, autres sont confrontés aux limites de leurs compétences face à des situations. Donc, il y a un désarroi. Avec ce désarroi, nous font un désarroi thérapeutique, mais donc un sentiment d'impuissance et qui peut être conjugué avec une volonté de contrôle
Une fois que tout a foutu le camp, quel est l'élément sur lequel on peut encore exercer notre contrôle? Ça n'ouvre pas forcément la porte à des questions d'acharnement thérapeutique, ça peut être exactement tout le contraire. Une demande d'euthanasie pour un patient qu'on ne sait plus, dont on a l'impression qu'on ne sait plus le soigner. Et dans cet accompagnement d'équipe, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que soignante et soigné, dans ma perspective d'éthicien, c'est pas patient. Et il y a un moment, les personnes dont on va prendre soin, les personnes seront soignées par le processus d'équipe, c'est nos équipes aussi, avec cet enjeu fondamental. Comme on dit, on prend soin des parents, mais il faut se rendre compte qu'il y a 2 parents, en général. Il y a 2, mais c'est 2 personnes qui sont en plus éventuellement liées en couple, mais elles sont parents, éventuellement époux, conjoints et personnes en part entière. Dans nos équipes, c'est la même chose. C'est pas dire, on a pris soin de l'équipe de l'usine. C'est certains des personnes qui sont touchées par ces situations-là au sein de l'équipe ont pu s'exprimer en tant que personnes à part entière, qu'ils ont pu exprimer comme c'est encore leurs paroles vraies. La pluridisciplinarité va nous permettre d'aller au cœur de l'exact, mais génère aussi, quand c'est bien, justement bien modéré et autres, un espace pour accueillir l'informel. L'informel de ce boulot d'émotion qui est terriblement humain et qui ne fonctionne que parce que c'est humain. Donc, c'est des éléments à trianguler. J'ai le désarroi, l'impuissance et le contrôle, c'est des petites balises qui s'allument dans ma tête quand je suis dans ces réunions, dans d'autres équipes de supervision, d'équipes palliatives. C'est quel est le désarroi que ces équipes m'expriment, quel est le motif de leur sentiment d'impuissance et quel est le mobile de leur volonté éventuellement de contrôle. Je rappelle les 2 questions qui clôturaient ma présentation. Qu'est-ce qui pour vous importe? Qu'est-ce qui pour vous est difficile? Je travaille avec des questions parce que si j'ai avec des réponses, je prends plus soin de personne. Donc, reposer, arriver avec une liste de questions, on continue. C'est ça, en fait. Mais la médecine narrative, aux États-Unis, la considère comme une compétence. Dans la vision que j'en ai, c'est parce que si mon entraînement vient des soins palliatifs, je l'aperçois plus comme étant une culture. C'est une façon, le sens étymologique de culture, c'est une façon d'habiter le soin. L'étymologie de culture, c'est habiter. Donc, comme on parle de la culture palliative, d'être capable d'instiguer cette perspective singulière du soin, quel que soit le milieu où le soin prend place. Mais pour la médecine narrative, c'est la même chose. Pour la narrativité de manière générale, c'est la même chose. C'est une façon d'habiter le soin. Ça ne va pas faire l'objet d'un certificat universitaire, AQCR. Non, c'est quelque chose qui peut être discuté petit à petit dans la pratique, aider les soignants à se rendre compte qu'il y a une grosse partie qu'ils font déjà, mais aider à les nommer et à se rendre compte que, à quel point on le fait, ou pourquoi est-ce qu'on a oublié de le faire à un moment. C'est ça, c'est arriver avec ces outils, dire petit à petit, posez-vous des questions. Et typiquement, pour une équipe soignante, quelqu'un qui coordonne une équipe soignante, on va se poser la question de quel est l'exercice que je suis occupé à faire. Et c'est l'un des exercices qu'ils font à l'Université de Columbia. Ils prennent une même situation clinique et ils demandent à l'ensemble des personnes de la raconter. Pour voir quels sont les éléments dedans qui sont mis en avant. Qu'est-ce qui pour les gens importe ou qu'est-ce qui pour les gens a été difficile. Et il y a toute une série d'exercices comme ça qui sont parfois intrigants, parfois désarçonnants, mais qui sont riches. J'ai vu certains travaux qui nous demandaient de décrire une situation clinique de fin de vie, l'apport vraiment des dernières minutes d'un patient, en ne décrivant que la lumière dans la pièce. Que les jeux de lumière. Pour justement se décoller de ce sur quoi on a un contrôle. Le monitor, le patient, la clinique, se recoller un peu le vécu qu'on a de cette situation. Alors ce sont des situations qui nous sont décrites. C'était une vignette clinique et il nous était demandé de la raconter à travers la lumière dans la pièce. Après, Pardon. Excuse-moi. Ce qu'on entend aussi dans vos propos, c'est finalement cette mise en récit qui favorise la compréhension sur le sens de la demande ou de la direction que prennent les soins, profite également aux équipes. Néanmoins, vu que les demandes d'accélération de fin de vie ou d'aide active à mourir sont quand même des demandes teintées de convictions personnelles et de valeurs des personnes, y compris des soignants, je me demandais dans quelle mesure on se retrouvait, quand bien même les choses avaient été mises en récit, racontées et éclairées par le sens qu'elles prenaient pour les personnes, finalement les personnes que l'on soigne, dans quelle mesure il ne reste pas
des soignants qui vont être complètement mal à l'aise vis-à-vis de cette demande, y compris si on la comprend sur le plan rationnel. On peut imaginer que sur le plan émotionnel, ce soit quand même difficile à entendre et possiblement très contraire à nos valeurs personnelles ou soignantes. Du coup, je me demandais dans quelle mesure ces situations-là, est-ce que la médecine narrative permet d'en dépasser un certain nombre ou est-ce que c'est quelque chose qui a tout de même certaines limites finalement sur cet axe-là, en tout cas, éthique, quoi, un peu plus éthique. Au sein de la loi, il y a un article de la loi, c'est l'article 14, qui spécifie que nul n'est tenu de concourir à une demande d'euthanasie. Donc, que ce soit médecin, infirmière, personne n'est obligé de participer à une demande d'euthanasie. Donc, il y a une clause de conscience pour les équipes soignantes totale. Les équipes peuvent se retirer, un membre d'une équipe peut se retirer même si son équipe y va. Donc, ça, c'est un élément qui est clé. Et ensuite, l'autre, ce que je disais tantôt à propos des constellations de soins, c'est qu'il faut se rendre compte que de temps en temps, la constellation glisse. C'est la focale qu'on a sur les soins du patient, l'enfant, n'empêche pas parfois la nécessité absolue de la genèse d'autres constellations de soins. De se dire, OK, on a le soin sur le patient, on ne peut pas l'éluder parce qu'on a des membres de l'équipe en souffrance, mais du coup, on doit mobiliser des ressources pour accompagner les équipes avec des psychologues personnels. Mais à ce moment-là, c'est une question de ressources. Là où le psychologue du personnel ne va pas forcément intervenir au moment de l'accompagnement de la demande, on peut retourner les équipes. Et c'est tous les processus a posteriori aussi de supervision. Ça va pas vertu à prévenir les sentiments des gens. Mais déjà, on a accompagné le récit, c'est accompagner leur sentiment de reconnaissance. Mais oui, on ne guérira pas les personnes de l'ensemble de leur souffrance non plus. Oui. Mesdames, oui. Ce n'est pas l'objectif de la narrativité. Hein. Oui. Si tu es d'accord avec moi. Donc, l'objectif, moi j'aurais dit que c'était, pour moi, quand j'ai fait connaissance avec la narrativité, pour moi, c'était finalement quelque chose qui faisait partie de ma pratique. C'était un peu une médecine intuitive, mais peut-être qui m'a quand même aidé à mettre un cadre dans ma réflexion d'écoute, dans mon écoute, dans la qualité de mon écoute, mais aussi de mettre un cadre dans la manière dont je vais accompagner les personnes. Oui. Comment j'écoute les personnes et comment moi, dans ma posture de soignant, dans ma posture de pédiatre, dans ma posture de pédiatre en soins pédiatriques, je peux accompagner les personnes, le malade que je soigne, ses parents, y compris les membres de l'équipe soignante. Et pas que des équipes soignantes, hein, nous arrivons à collaborer avec des enseignants qui n'ont pas tous les outils que nous avons, nous, soignants, pour aborder l'enfant malade qui va mourir et le sens que l'école a encore dans ce parcours de soins et de vie d'un enfant qui va mourir. Donc, voilà, tout ça, moi, c'est vraiment ça qui c'est le cadre. C'est le cadre d'une pratique qui est une pratique qui, pour moi, fait partie de ma pratique quotidienne. En tout cas, on entend bien comment finalement l'utilisation de la méthode a en soi une dimension protectrice, que ce soit pour celui qu'on invite à parler ou pour le professionnel, parce qu'en fait, elle permet de décoller de l'affect qui est induit par la situation et de fait, en fait, il y a quelque chose qui devient protecteur sur le plan psychique. Madame Cano, vous voulez… Oui, tout à fait. Je pensais par exemple aux techniques de diffusing ou de debriefing. Il y a quand même un peu de ça dans le sens où se mettre à poser des mots sur l'expérience dans laquelle nous sommes pris vous définit. Et ça aide véritablement à vous remettre dans un processus de vie, là où on traverse des moments vraiment d'effroi, des fractions psychiques, de figement comme ça. Donc, l'activité de mise en récit, l'invitation à raconter, en ce sens-là, je trouve quelque chose d'extrêmement salutaire et protecteur. C'est OK, qu'en dire? Alors, la possibilité d'en dire quelque chose en son nom propre n'est pas d'emblée possible, de parler en jeu.
il peut s'agir de bribes, de sensations physiques, émotionnelles. Il peut s'agir de choses qui nous évoquent beaucoup plus effectivement l'expérience du trauma. Néanmoins, mettre en récit, c'est la liaison. Hein, c'est vraiment la liaison entre les faits constatés, les faits traversés, le monde interne, l'histoire qui est la nôtre. Il y a quelque chose de la circulation comme ça qui revitalise, et peut-être même qui, on pourrait dire, qui réanime un peu, hein, réanime au sens de remettre l'énergie en présence et se défiger. Voilà. Et du côté des professionnels, on peut imaginer du coup que ça va pas venir travailler les fondements des valeurs des individus qui portent la fonction du soin, mais que ça va leur permettre en tout cas de pouvoir mettre de l'espace dans un cadre à penser qui leur permet de rester dans l'élaboration, la réflexion de ce qui fait qu'ils vont pouvoir créer de l'alliance thérapeutique, continuer à réfléchir, continuer à travailler autour d'une problématique. Oui, c'est fondamental parce que, par exemple, par rapport à cette clause de conscience qui est finalement assez binaire, hein, j'y participe, je participe pas, ça permet d'ouvrir un espace de parole, ça permet de dire aux gens qui ont dit je ne participe pas, c'est un droit plus strict, de ne pas transformer je ne participe pas en juste non. Ça ouvre l'espace d'un pourquoi. Et pour ceux qui participent éventuellement, même chose, ça ne veut pas dire ok, ils y sont joués corps et âme. Ça peut dire ok, j'y participe parce que ça va en contrat. Mais il y a quelque chose d'un ordre supérieur auquel je participe. Dire, moi, à titre personnel, ça pourrait être un seul mot qui dit, moi, à titre personnel, l'euthanasie, je ne pas. Mais pour ce patient-là, ou pour mon équipe, j'y vais. C'est le fait de pouvoir se raconter, permet ces contrastes et sortir de l'espèce de la binarité très très arrêtée, noir-blanc de la clause de conscience, l'aspect abrupt de l'euthanasie. Hein. Dire que ça ne s'arrête pas, oui, un non, c'est oui ou non, mais moi, et voici, parce que, et voilà, ou pourquoi. Et donc, le pourquoi, en interrogeant le sens. Donc, ça ouvre un espace de parole assez variable, en fait, et un espace où elles ont identité, et non seulement les valeurs d'identité, mais aussi le droit à pâtir de ces situations. Et j'insiste sur le terme pâtir parce qu'il a l'ambivalence en bien ou en mal. C'est-à-dire, j'en souffre ou non, je suis d'accord, en fait, je suis serein avec cette situation, et justement, elle m'est porteuse, elle me permet d'avancer sereinement par rapport à cette situation-là. Donc, ça permet effectivement d'ouvrir des espaces qui sortent de la binarité. Je veux ou je ne veux pas concourir à une mort active, médicalement active d'un patient. Ouais. Ce qui est certain, c'est que, bon, vu le nombre de questions qui nous restent encore à traiter pour quelques minutes, on avait décidé d'arrêter à 45 pour que l'on puisse vaquer tous à nos occupations de 14 heures. Peut-être un mot pour conclure. Je sais pas, Delphine, tu as envie peut-être de les réinviter pour qu'on puisse creuser un peu plus cette question. Pour 2 heures supplémentaires, oui, bah oui, bien sûr. En tout cas, il y a là quelque chose de la perspective, je trouve. Au-delà de la question de l'euthanasie, à la rencontre alors j'aime pas trop ce mot, mais je vais quand même l'utiliser pour qu'il n'y ait pas de confusion, de souffrance, dans ce qui peut mettre en tension finalement les professionnels et les parents en situation de soins. Il y a 2 histoires qui se vivent de chaque côté de la relation et qui sont vectrices d'incompréhension, de doute, d'incertitude, de peur, de crainte. Et finalement, cet outil-là, il donne comme ça la possibilité de faire des ponts sans être au détriment ni d'une partie ni de l'autre, avec la possibilité de laisser s'exprimer, se déployer et se comprendre ce qui se passe du côté de l'enfant, de ses parents, de ce système-là, mais exactement la même chose du côté du professionnel du soin, au profit de lui finalement, et de la mobilisation de sa compétence et de la mobilisation de son savoir-faire. Parce qu'un soignant perdu, c'est un soignant qui peut aussi en perdre sa capacité à utiliser sa compétence. Et il y a là quelque chose du liant, en fait, dans cet outil de la médecine narrative qui est quand même une perspective pour les trois,
les trois acteurs, hein, la famille, les soignants de première ligne, les soignants de seconde, de troisième ligne, quand même quelque chose qui donne envie. Oui, puis- fondamental du débat que vous avez de questions à la santé publique en France, et je crois sincèrement, je vois l'évolution des débats sur les à la brûle, vu le contexte culturel et socioculturel français, une résolution sur le plan légal ne pourra prendre efficacement place que si elle est mise en place en parallèle d'outils pour accompagner les équipes. C'est indispensable. L'autonomie d'un patient ne peut pas éluder l'accompagnement des équipes. Je ne parle pas juste de l'autonomie des équipes à dire oui ou non, mais l'accompagnement des équipes. C'est l'élément qui est fondamental. C'est quelle que soit la promotion qu'on veut faire de l'autonomie d'un patient, en regardant sa volonté éventuellement de bénéficier de telles ressources, ça ne peut être fait sereinement que si des outils pratiques sont mis en place pour accompagner les équipes en parallèle. Et je parle bien des équipes, pas juste de personnes isolées. Ça ne peut être fait que de manière pluridisciplinaire. Oui, c'est ce qu'on entend effectivement à travers votre intervention. Et c'est sûr que la situation clinique, elle se prêtait à mieux, à plus faire un focus sur les parents et les équipes. Mais on n'a pas parlé de l'enfant lui-même et de la fratrie dans l'histoire, qui serait encore un autre pan finalement de la clinique spécifique, de cette clinique spécifique. Oui, et la place du père, on n'a pas non plus voulu évoquer la place du père, qui était aussi absent de récit. Hein. C'est une dîner clinique, donc un récit. On a voulu raconter quelque chose aussi. Non, mais Non, mais c'est pour dire, dans un contexte comme celui-ci, parfaitement éveillé à ce qu'il a fait, l'exercice est conscient de ce qu'il a mis en place et de ce qu'il en a éludé. Bon, il y a une part simplement du strict secret qu'on doit à cette famille et à des éléments qui sont encore en cours et de choix aussi. C'est une mise en avant. Il y a un exercice académique aussi à pourvoir ce genre de cas clinique et de se rendre compte qu'on transmet. Mais effectivement, il y a une finalité dans ce qu'on met en avant et de ce qu'on élude. C'est parfaitement conscient. Oui. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent. Et puis, voilà, je pense que ça nous a donné encore quelques idées d'intervention. Vous avez compris, les Français étaient un petit peu perturbés par ce qui allait arriver très bientôt. Et du coup, il y a un focus particulier sur cette question-là qui est fait un peu partout en France en ce moment. Et puis bon, la pédiatrie, on part du principe qu'elle va être concernée, donc voilà. Je vous remercie beaucoup au nom de l'Espace Éthique de votre présence et de votre dynamisme et l'intérêt que vous avez suscité de ce côté des Ardennes. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous.